Bonjour mes amis, il y a une question qui Salut est... à tous. Si tu n'oses pas dire bonjour, mec, tu t'enchaînes direct, j'ai pas de place là, hein. Bonjour à tous, salut Quentin. Salut à tous, salut Antoine. C'est un événement qui est rare. J'ai fait dans ma vie quelques vidéos avec mon ami Quentin et à chaque fois on m'en parle pendant des années. Et donc aujourd'hui nous sommes réunis à nouveau pour parler d'un sujet qui vous concerne peut-être, qui sont les pervers narcissiques. Et en particulier, si ça te va, et avec votre accord également, j'aimerais qu'on voit pourquoi est-ce qu'on reste en contact avec un pervers narcissique. Pourquoi est-ce qu'on reste en couple, en relation avec un pervers narcissique. Alors, il y a des fois où c'est une évidence. On a moins de 18 ans, c'est notre père, notre mère, on n'a pas d'autre choix que de rester là et de subir ça. Mais il y a d'autres cas de figure où clairement une personne est en train de nous détruire, de nous faire une vie qui est affreuse, et on reste dedans. Et la chose qui est inquiétante là-dedans, c'est que parfois nos amis nous préviennent, nous disent tu devrais en sortir, attention, cette personne est en train de te détruire, attention, ça devient grave. Et on comprend même, on le voit, on observe qu'il se passe quelque chose qui est anormal, et pourtant on reste dedans. Est-ce que tu as déjà observé ça? Bah oui, je l'ai non seulement déjà observé, mais déjà vécu. Pareillement pour moi. Donc J'ai forcément, envie de ça dire aide pareillement pas. pour moi. Attends, j'enlève un petit bruit de ventilateur pour qu'on soit un peu plus tranquille au niveau du son. Alors, c'est quand même complètement paradoxal en effet comme situation, parce que d'un point de vue rationnel et cartésien, on devrait partir. Et on y reste, et on y retourne. Et le pire, c'est qu'on a envie d'y retourner. C'est-à-dire qu'on se dit, mais non, mais je dois y retourner. C'est une relation, il faut absolument que je la conserve. Ouais. On a peur, en fait, quand on est sous emprise, on a peur de disparaître si l'autre n'est plus là. Clairement, c'est ça, on a peur de se laisser submerger par ses angoisses. Et puis souvent, on se dit, mais il manquerait tellement rien pour que ça Exactement. marche. Et il y a cet orgueil intérieur, ou cet espoir, je sais pas, on peut l'appeler comme on voudra, qui fait qu'on se dit, mais non, en fait, je vais y arriver avec tout l'amour que j'ai en moi. S'il y a une personne qui va pouvoir y arriver, c'est bien moi. Ouais. Donc je vais rester avec cette personne-là parce que je vois qu'elle souffre. Et je suis tellement plein d'amour que je vais faire en sorte d'aider cette personne à ne plus souffrir. Et c'est pour ça qu'on y retourne, pour l'autre, mais pour soi aussi, parce qu'on est rempli de peur et d'angoisse, et on se dit qu'on s'en sortira jamais sans. Il y a quelque chose qui est frappant chez la plupart des gens qui sont victimes de pervers narcissiques. On a élaboré 5 points qui expliquent exactement pourquoi est-ce qu'on reste dans ce genre de relation et pourquoi est-ce que c'est si dur d'en sortir. Notre objectif aujourd'hui, c'est pas de vous en sortir, c'est juste de vous faire prendre un cran au-dessus, de comprendre ce qui se passe pour juste être plus à l'aise avec ça et vivre beaucoup mieux votre situation. La chose que j'observe, parce que j'ai eu une 50aine de personnes au téléphone cette semaine, c'est que ce sont des gens qui sont majoritairement, quasiment tous, qui sont super intelligents, qui sont super malins, ce sont des gens qui ont beaucoup d'empathie, ce sont des gens qui ont souvent des signes de dépendance ou un peu plus de codépendance affective, et ce sont des gens qui comprennent bien qu'ils sont dans une situation qui ne va pas. Parfois, ils arrivent à mettre des mots dessus. Parfois, ils ont juste cette sensation au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils essayent désespérément de résoudre ça. Ils comprennent bien que ça va pas. Tout leur entourage leur dit que ça va pas. Mais pour autant, ils restent coincés dedans. Et même si on leur coupait un bras, ces gens-là, et j'en fais partie, tu en as fait partie aussi, ont eu besoin de retourner dedans, ont cette envie. C'est comme si on était soudés totalement à l'autre dans la relation la plus forte qu'on a jamais connue de notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on démystifie ça, un peu comme un magicien qui irait montrer ses tours de passe-passe derrière, pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce qui fait que notre attachement à une personne toxique est si forte aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs points, en effet, comme tu l'as évoqué, il y a tellement de raisons que ce serait difficile de tout dire. Mais on va commencer par le démarrage, par le point de départ, c'est souvent notre enfance. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui est assez terrible quand on arrive à l'âge adulte, c'est qu'on va reproduire des situations d'enfance dramatiques. C'est-à-dire que si on était avec une personne et qu'on était simplement heureux, on se dirait, mais il y a quelque chose qui cloche, où est le loup? Ça va me tomber dessus. Et donc, on a cette capacité à revenir dans une situation dramatique quand on a connu une situation dramatique dans son enfance. On fait ce qu'on appelle de l'auto-sabotage quand on est heureux, c'est-à-dire qu'on va détruire une relation, et du coup, on va vouloir y retourner pour la réparer. Très souvent, il y a ce syndrome-là, et donc on va faire un espèce d'auto-sabotage, parce que dans notre enfance, qu'est-ce qu'on a connu? Une situation dramatique. Donc, vu que c'est ce qu'on connaît, on est coutumier du fait, et donc on va vouloir revivre une situation dramatique parce que c'est là où on se sent à l'aise, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait faire. Et notre inconscient nous pousse à aller vers ce qu'on connaît déjà parce que ça nous rassure en fait. Et même si c'est désagréable, même si c'est destructeur, vu que ça nous rassure, on y retourne. J'aimerais que vous pensiez à ce que vient de dire Quentin et que devant votre écran, vous leviez la main réellement, que vous soyez sur votre iPhone, votre Android, votre ordinateur portable, que vous leviez la main si ça correspond à l'une des situations que je vais vous dire. Votre mère vous a été un peu trop autoritaire,
ou ne vous a pas laissé vous exprimer quand vous étiez petit. Votre père était un peu absent. Remplacer père par mère, ça va dans les deux sens. Vous aviez des difficultés à donner ou à être reconnu par vos parents. Vous aviez des difficultés à entendre vos parents vous dire « je t'aime ». Vous n'étiez pas mis en avant quand vous étiez jeune. Vous avez peut-être un parent qui a fait preuve d'immaturité, qui avait des réactions qui n'étaient pas exactement les bonnes au bon moment. Peut-être que ça vous a fait honte, ou peut-être même que vous avez eu l'impression que d'autres parents étaient beaucoup plus stables, ou que d'autres enfants avaient des vies beaucoup plus cool avec leurs parents. Est-ce que j'en oublie ? Il y en a tellement que... Il y en a tellement, c'est des exemples en effet, hein, tout ça on le voit, il y a aussi des événements où il y a eu, je sais pas, des incestes, des viols, des séquestrations, quand il y a eu du drame et des non-dits, surtout dans la famille, ben, ça transpire dans le comportement de tous les jours, et forcément ben, on a l'impression de s'en prendre plein la tronche. Alors très souvent, quand on regarde un petit peu dans l'historique, ce qui est intéressant, je dirais pas amusant parce qu'il n'y a rien de drôle dans l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est de constater que souvent nos parents ont fait mieux que la génération d'avant, c'est-à-dire que la génération d'avant leur en a mis tellement dans la tronche que eux ils ont essayé de faire au mieux, mais ils ont fait quand même quelque chose de dramatique au final. Bref, ce qui nous intéresse, c'est pas nos parents, c'est pas nos grands-parents, soyons un petit peu quand même auto-centrés, c'est nous. Comment on fait pour sortir de là ? Bah déjà comprendre qu'on a reçu une éducation, mais comprendre aussi, et écoutez bien cette phrase qui me semble vraiment super importante, c'est que votre passé vous conditionne, certes, mais ne vous détermine pas. En rien, qui vous êtes aujourd'hui est déterminé par votre passé, c'est conditionné par votre passé, mais vous pouvez changer énormément de choses à l'intérieur de vous, dans votre façon d'interagir, dans votre façon de poser les limites, dans votre façon d'apprendre à dire non aussi, et puis dans votre façon de comprendre ce qui vous pousse là, à l'intérieur de vous à retourner dans une relation destructrice, parce que c'est infernal en fait, c'est plus fort que nous, on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous apporter mais vraiment du drame, mais c'est plus fort que nous, on y retourne, et on donnerait... je ne sais pas quoi, hein, son propre royaume, si jamais l'autre nous acceptait enfin avec de l'amour, quoi. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est que l'autre nous reconnaisse pour qui on est vraiment, parce que l'autre déforme sans arrêt qui on est, c'est-à-dire nous transforme en un monstre, alors que on est juste douceur, gentillesse et bienveillance la plupart du temps. Quentin dit quelque chose de très intéressant dans le fait de revivre quelque chose du passé. Je sais que si jamais, pour ne pas les citer, mes parents, qui sont adorables au demeurant, et ils ont leur petit travers également au demeurant, je n'en parlerai pas ici, mais si jamais, à moi, on me demandait est-ce que tes parents étaient plutôt des bons parents ou des mauvais parents, je répondrais plutôt des bons parents, avec tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, etc. Mais si je réfléchis bien, aujourd'hui, avec le recul, je peux réaliser, je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, papa, si tu me regardes, je dis juste que je peux réaliser que leur comportement qui m'a paru normal toute ma vie, si je réfléchis bien et que si je compare à la manière d'élever mes enfants aujourd'hui ou à la manière d'autres personnes élèvent leurs enfants, je vois que ce qui m'a paru normal toute mon enfance ne l'était pas tant que ça. Donc à la question, est-ce que tes parents étaient normaux ou pas ? Si je répondais oui, ce serait faire abstraction du fait que ça me paraît normal car j'ai vécu dedans pendant 20 ans et donc j'ai créé ma normalité dans quelque chose qui était anormal. T'étais conditionné. J'étais conditionné. T'étais conditionné, oui. Donc je vous pose une question aujourd'hui, deuxième question de la journée. Est-ce que vos parents étaient normaux ? Mettez-nous ça en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Est-ce que vos parents étaient de bons parents normaux ? Ou est-ce qu'il y avait quelques signaux de fragilité, de défaillance, de toxicité qui étaient chez eux ? Et du coup aujourd'hui vous rejouez soit une scène toxique parce que vous avez envie enfin de résoudre quelque chose de l'enfance que vous n'avez jamais résolu, ou alors vous êtes juste conditionné par le fait de ne pas savoir mettre vos limites aujourd'hui parce que vos parents ne vous ont peut-être jamais laissé mettre ces limites ou vous cherchez trop d'amour. Donc il y a ce point en effet qui est lié à notre passé et à cette recherche d'amour qui est terrible parce que nous on se sent vraiment plein d'amour, en tout cas ça a été mon cas où je me suis dit mais j'aime tellement cette personne que je vais réussir à faire en sorte que ça se passe bien. Donc ça c'est le conditionnement du passé et où on va reproduire des schémas qui marchent jamais mais on va les reproduire parce que c'est l'amour qui nous pousse. En général c'est pour ça qu'on reste avec la personne, c'est parce qu'on croit qu'on l'aime. Je dis on croit parce qu'il y a de l'amour c'est vrai mais il y a aussi une grosse part de dépendance et qui est quand même assez violente. Hein, bon. Et ça c'est ce qui est lié au passé. Mais il y a aussi une partie qui est liée à un dysfonctionnement du cerveau. Et alors là, du coup, c'est pas du tout votre faute. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif ou de la paralogique. C'est-à-dire que on va prendre des décisions qui sont au-delà d'un raisonnement logique. Comme on l'a dit au début de la vidéo, d'un point de vue cartésien, je suis à côté de cette personne, elle me détruit, donc je pars. Ça paraît juste normal. Mais on retourne dans cette relation. Pourquoi ? Eh bien parce que notre cerveau possède ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire que c'est une manière de prendre une décision qui défie toute logique. Et il y a plusieurs domaines comme ça qui ont été étudiés par des psychologues. Et il y a notamment le biais cognitif des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que dès l'instant où on a investi dans quelque chose, on n'arrive pas à le lâcher parce qu'on se dit un jour je vais avoir un retour sur investissement.
Et je sais pas si ça vous parle, mais quand on est dans une relation de manipulation, clairement, on donne. Et alors moi, j'aime bien cette image dont j'ai déjà parlé dans des e-books ou dans d'autres vidéos, du gouffre sans fond et de l'investisseur à perte. C'est-à-dire qu'on va investir dans la relation, on va donner de l'attention, de l'amour, on va donner de la présence à l'autre, et l'autre, en fait, on va jamais réussir à combler ses failles narcissiques parce qu'elles sont à l'image d'un gouffre sans fond. On a beau en mettre dedans, ça se remplira jamais. Ouais. Et donc nous, on va investir, on va donner, je sais pas, de son temps, de son argent, de son attention, de son amour, de sa tendresse, on va donner de la considération, mais on n'a jamais les réciproques. C'est-à-dire que la relation, elle est dissymétrique. Pourquoi ? Parce que la personne, on a beau lui donner, elle a toujours son vide intérieur qui est là, qui est présent. Et nous, on est atteint du biais cognitif, des coûts irrécupérables, dans le sens où on a donné... J'ai tellement donné dedans. J'ai tellement donné que je peux pas lâcher maintenant. Ouais. Je peux pas, j'ai trop donné, il faut que ça marche. Il faut absolument que ça marche, parce que sinon, ça veut dire que j'ai donné à perte. Et là, on se dit, le bilan, il va être trop lourd, inconsciemment. Donc, on a envie de continuer à y croire, quelque part. Et on retourne dans la relation. Donc, pourquoi on reste en relation avec un pervers narcissique ? On a vu les deux premières raisons. Notre enfance, qui nous a totalement conditionnés, c'est atroce. On a été conditionnés à ne pas avoir de limites et à rencontrer des gens qui sont manipulateurs, pervers narcissiques, bipolaires, etc. Des gens qui ont un dérèglement émotionnel. Deuxième chose, les coûts irrécupérables. On a tellement donné. Typiquement, un codépendant est une personne qui donne. Un pervers narcissique est une personne qui prend, qui prend financièrement, qui prend émotionnellement, qui prend en temps, qui prend en énergie, qui prend même dans tous les domaines de votre vie. Donc on se dit, j'ai tellement donné là-dedans que je ne me vois pas recommencer ça de zéro avec quelqu'un d'autre. Si, elle peut donner des insultes ou des coups, des fois. Aussi, ouais. Ça le donne, ouais. Ça aussi, on peut avoir. Une petite dédicace à qui vous savez. Troisième point, avec 3 fois rien, ça pourrait changer. Oui, attends, je te fais la phrase et tu commentes. Oh là là, je suis tellement amoureux d'elle. Ok, vous pensez tous que je dois la quitter, mais je suis tellement amoureux d'elle. Mais je la connais, avec 3 fois rien, ça pourrait changer. C'est juste qu'elle n'est pas dans la bonne période. Elle est stressée à cause de son travail, de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un décès, d'un truc. Mais elle va changer. Il suffirait juste que elle ou il change un tout petit peu pour que ce soit merveilleux. 3 fois rien. Ce 3 fois rien, en fait, il est énorme. Il est juste énorme parce qu'il arrive jamais. On fait pas changer les gens changent s'ils ont envie de changer. Mais nous, si on change les gens, ça veut dire qu'on les manipule à notre tour. Donc on peut pas le faire. Et cet espoir de se dire que l'autre va changer, eh bien, il est basé sur quelque chose qui est encore une fois, une envie d'être dans une relation heureuse, harmonieuse et bienveillante. Mais c'est peut-être pas l'objectif de l'autre, finalement. L'objectif de l'autre, c'est pas d'avoir ça. Au contraire, l'objectif de l'autre, c'est de nous maintenir sous son joug, parce que c'est le seul type de relation probablement que l'autre a connu. Un pervers narcissique, il a connu que des relations dysfonctionnelles, donc il va chercher à faire en sorte de revenir dans les relations qu'il a connues aussi dans son enfance. Pour nous maintenir sous son emprise, il va pas chercher à ce que ce soit harmonieux, il va chercher à nous rendre dépendants. Donc dès l'instant où il va pouvoir nous donner quelques petites miettes, il va le faire, parce que sinon on va partir, mais le reste du temps, il n'y a aucune raison qui change. D'autant que, pour qu'une personne change, il faut qu'en général, elle ait quelque chose à perdre. Si on n'a rien à perdre, pourquoi changer ? Donc la personne qui nous manipule, vu qu'elle a tout ce qu'elle veut, a priori, pourquoi elle changerait ? Elle n'a aucune raison de changer. Et nous, on nourrit cet espoir de se dire mais il suffirait de 3 fois rien. Ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Il y a une notion qui est intéressante aussi pour compléter ce que je viens de dire dans le 3 fois rien, c'est que très souvent, le pervers narcissique, alors, on aime ou on n'aime pas le terme pervers narcissique, appelez ça comme vous voulez, un manipulateur, un pervers narcissique, une personne détraquée. Ça peut être juste quelqu'un qui est con, en fait, ou qui a juste quelques failles. Non, mais des fois, on met pervers narcissique sur une étiquette qui est déjà assez glorieuse sur quelqu'un qui est juste débile. Le 3 fois rien, je sais que tu kiffes ça, c'est pour ça que je te fais ce genre de blague. Le 3 fois rien qui pourrait changer, c'est souvent que la personne qui vous manipule est allée jusqu'à le point que vous pouviez accepter. C'est-à-dire juste, c'est rarement une personne qui arrive avec un marteau, une scie sauteuse ou une tronçonneuse qui veut vous détruire. C'est plutôt une personne qui va arriver en douceur, avec des insultes juste qui vous font mal à vous, que seul vous pourriez comprendre. Et même si vous disiez à des amis... la personne avec qui je vis m'a dit ça, l'autre va te dire mais c'est pas si grave, sauf qu'en fait l'autre ne sait pas que c'est pile ton point faible. Donc en fait la personne va aller, on parle souvent des covert narcissiques, c'est les pervers narcissiques sous couverture qui ont plein d'autres noms en français, c'est des gens qui vont aller juste de manière fine vous attaquer sur un point et qui seront suffisamment fins pour que vous avez l'impression que c'est 3 fois rien et qui sont en fait en train de vous détruire. On parle souvent de du supplice de la goutte d'eau sur le front qui peut rendre fou. Une goutte d'eau, c'est rien. Si vous disiez à quelqu'un, j'ai une goutte d'eau sur le front, quelqu'un rigolerait. Sauf qu'en fait, si pendant 2 ans, je vous mets une goutte d'eau sur le front, vous allez juste devenir fou. Et c'est le cas d'un pervers narcissique. Donc, ce 3 fois rien est en fait beaucoup plus gros que ce que vous pensez. C'est pile ce que vous êtes capable de supporter. Et on va passer de ce fait au point numéro 4.
qui est se penser indestructible. Celui-ci, je te le laisse parce que je sais que tu adores ça. Tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit ne monte jamais sur un ring de boxe avec Mohamed Ali. Même si tu te penses fort. Et même s'il a vieilli, parce qu'il a les techniques. Et même s'il a vieilli, il garde encore un peu de Et technique. oui, et toute la technique et toute la finesse finalement, parce qu'il faut quand même être fin pour être un manipulateur à ce point-là, eh bien le schéma est tellement rodé dans l'inconscient du manipulateur ou du pervers narcissique que eh bien, il va piquer notre orgueil quelque part. C'est-à-dire qu'on va se dire, mais moi je suis intelligent, moi je suis plein d'amour, ou moi je suis suffisamment fort, et moi j'ai suffisamment de ressources en moi et je vais pouvoir encaisser. Parce qu'on se sent aussi quelque part dur au mal. C'est-à-dire que quand on a une enfance douloureuse, dramatique, on a appris à en prendre plein la gueule, on a appris à encaisser. Un peu comme un boxeur, on a appris à encaisser les coups. C'est-à-dire qu'il y a les donner, mais il y a les encaisser. Et puis nous, on n'a pas appris à les donner parce qu'on a envie de donner de l'amour, mais on a appris à les encaisser. Sauf que l'autre en face, lui, il a appris à les donner. Et si on se dit, ben, je vais attendre qu'il arrête d'en donner pour qu'ensuite on va pouvoir se prendre dans les bras et on va pouvoir montrer tout notre amour, ben, c'est oublier que l'autre, il a été entraîné à en donner et nous, on a été entraîné à en prendre dans la tronche. Et donc on va se sentir comme ça, comme ayant suffisamment de réserve émotionnelle, d'amour, et on va se croire indestructible quelque part. Sauf que on est dans le déni du mal qu'on est en train de subir. Notre entourage cherche à nous le dire, mais nous on le voit pas pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Tous les points de cette vidéo nous le montrent. Et au final, on le paye quand même. C'est-à-dire que souvent les personnes, une fois que la relation est finie, c'est quand le pervers narcissique nous a détruits, donc s'essuie sur nous comme sur un paillasson et nous laisse ravager, on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'on a souvent on n'a plus de travail, on n'a plus de relations amicales, on n'a plus de relations familiales, on a été isolé, on a été méprisé, on a été rabroué dans tous les sens. Et quand on fait le bilan, bah, en général c'est trop tard. Parce qu'on fait le bilan une fois que la relation est perdue, puisqu'on a tout fait pour y retourner à chaque fois. Et ce qui est terrible, c'est que on s'est cru indestructible et puis on se constate ravagé. Ouais. Et là c'est trop tard en fait. Et si on n'a pas un entourage à ce moment-là, qui nous aident à nous restructurer, ou des professionnels qui nous aident et qui nous accompagnent pour nous restructurer, eh bien on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Moi en tout cas ça a été ma sensation personnellement, j'ai eu l'impression que je remonterais jamais la pente quand ça s'est terminé cette histoire avec cette personne. Le mur le plus costaud du monde, si t'as un petit marteau et que tu tapes dessus tous les jours, au bout d'un moment tu vas voir que la peinture va s'effriter, le crépi va commencer à tomber, les briques... Il y a des prisonniers qui sortent d'une prison avec une brosse à dents, avec une cuillère. Parce qu'au bout d'un moment, t'as beau être solide, tu peux même ne pas te rendre compte, comme dit Quentin, tu peux ne pas te rendre compte que ton bouclier, que ta barrière est en train de céder tout doucement parce que tu te penses fort, tu te penses protégé. Et derrière, Puis t'as envie de croire en l'amour surtout. Ouais. Et du coup, on est dans le fameux schéma de la femme battue qui reste avec la personne qui lui tape dessus. Exactement. On est ravagé, on se pensait costaud, on est ravagé, on reste dedans parce que juste on n'a même plus la force de partir. On n'a plus la force. On est tellement rabaissé qu'on n'a plus cette force de partir. Tout à fait. C'est là où c'est vraiment dangereux et je pense que c'est dans ces moments-là où on est dans cette situation paradoxale où on sait qu'on se fait détruire mais on n'a pas la force de partir. Et c'est là où l'aide extérieure est vraiment, mais vraiment c'est le meilleur réflexe à avoir, c'est demander de l'aide et notamment à un professionnel qui s'y connaît parce qu'il y a malheureusement aussi des professionnels qui profitent de la situation et qui n'y connaissent pas grand-chose et dans ces cas-là, en général ça fait pire que mieux, quoi. Et un départ, s'il est nécessaire, parce qu'il n'est pas toujours nécessaire, mais un départ, s'il n'est pas accompagné et qu'il se fait avec pertes et fracas, on le paye encore plus cher après. Et franchement, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on veut qu'une chose, c'est que la situation se résolve le plus vite possible parce qu'on a envie de laisser son hypersensibilité et son amour prendre de la place. Et donc, on a nos gardiens qui sont pas là. On a juste envie de fuir la situation. Et c'est à ce moment-là où on fuit, où on se fait défoncer encore plus et on le paye des années plus tard. Et là, vraiment, si on ne se fait pas accompagner, ça devient très très compliqué. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vos gardiens sont ravagés, si vous êtes dans un état comme Antoine l'a décrit, où vous en avez tellement pris plein la tronche que vous n'avez plus d'énergie pour partir, vous n'avez plus cette force-là, eh bien, allez solliciter les gardiens des autres pour vous protéger, ne serait-ce que de manière temporaire. Ça peut être un ami, ça peut être un avocat, ça peut être un garde du corps. Exactement. Déléguer là où vous n'avez pas assez de force, mais à un moment donné, il faut mettre une barrière, parce que sinon, on le paye très cher. Et je connais des gens qui ont mis fin à leur jour à cause de relations toxiques comme ça. Sur ces bonnes paroles, nous allons passer au point numéro 5. Avant de passer au point numéro 5, qui est le plus important à mon sens, je vous rappelle les 4 consignes de base de cette vidéo. La toute première, c'est qu'il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez être un ou une pervers narcissique, parce qu'il y a 50-50, 50% d'hommes, 50% de femmes pervers narcissiques, c'est dans le lien qui est juste en dessous et dans le premier commentaire sous cette vidéo, donc dans la description ou dans le premier commentaire.
Deuxième consigne, si jamais ça vous dit, abonnez-vous. On n'est pas impératif, nous on veut le bien de tout le monde. On le prendra pas mal si vous le faites pas. Cliquez sur je m'abonne, cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir en avant-première toutes les notifications des vidéos qui sortent. Troisième chose, mettez-nous en commentaire. Là, tous les gens que j'ai eu, les 50 personnes que j'ai eu au téléphone étaient des gens qui étaient intelligents. Ça me fait plaisir. Je dis pas pour une fois parce que beaucoup de gens sont intelligents, mais ça me fait plaisir d'avoir des gens qui me suivent, qui ont de la réflexion, qui sont intelligents, qui sont brillants et qui sont aussi sensibles. Pour une fois, c'est à votre tour de vous exprimer. Vous avez été ravagé dans votre vie, exprimez-vous, faites-vous plaisir. Ce sera le premier pas vers la guérison. Mettez-moi en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la vidéo. Dites-nous votre histoire, racontez-nous ce qui vous arrive. Quatrième chose, vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs de quelque chose. On peut nous changer à notre niveau. On peut changer un certain nombre de personnes qui vont voir cette vidéo. Ce sera à vous demain d'aller changer un certain nombre de personnes, peut-être des gens de votre entourage. Les gens hypersensibles fréquentent des gens hypersensibles, les gens intelligents fréquentent des gens intelligents. Aidez-les, donnez-leur les bons mots pour avancer, pour progresser, transférez-leur des vidéos ou conseillez-leur des livres, ou alors donnez-leur à l'oral des bons conseils pour s'en sortir, pour avancer, parce que vous allez changer des vies ensuite. Sur cette belle phrase, qui n'avait pas de virgule ni de point, nous allons passer au point numéro 5, qui est l'envie de revenir à la période du love bombing. Pourquoi est-ce qu'on reste en relation avec un pervers narcissique? On l'a vu, notre enfance. Les coups irrécupérables, on l'a vu. Avec 3 fois rien, ça pourrait changer. Se penser indestructible. Et le dernier point, c'est vouloir revenir à la période lune de miel du début. C'est comment la lune de miel avec un pervers narcissique au tout début? Quand ça se passe bien pendant 3 mois ou 6 mois, quand tout est génial. La sexualité, les câlins, l'amour. La stratégie, clairement, d'une personne qui cherche à vous détruire, qu'elle soit perverse narcissique ou manipulateur destructeur, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, on a l'impression que cette personne nous scanne, peut lire à travers nous et vient combler nos failles de manière parfaite. C'est-à-dire qu'on a des incertitudes, on a des peurs, on a des doutes, on a des manquements dans notre estime de nous-mêmes, et la personne en face va venir combler nos failles, mais de manière juste parfaite, et nous, du coup, on a l'impression que c'est la personne, c'est magique. Donc voilà. Et donc, première étape, aller combler les failles de l'autre. Deuxième étape, une fois que les failles sont comblées et que la dépendance est créée, c'est isoler l'autre de son entourage. Donc on va l'isoler de sa famille, on va l'isoler de ses amis, on va critiquer sans arrêt, on va se rendre infect avec ses amis et son entourage, de la personne cible. Et donc, on essaye de communiquer avec notre entourage, comme tu l'as dit, puis en fait, non, ça marche pas, notre entourage est dénigré, etc. Bref. Et après, le travail de sape commence, donc le supplice de la goutte d'eau commence. Donc revenir au début, c'est vouloir revenir au moment où il y a l'illusion que la personne va venir combler toutes nos failles. C'est revenir à l'endroit où on croit que l'autre va être la personne parfaite qui va venir matcher tous nos manquements, toutes nos carences affectives, tout ce qu'on a mal vécu dans l'enfance. Et où on se sent mais juste plein de vie, plein d'amour et super heureux parce qu'on a l'impression d'avoir trouvé la perle rare. Mais c'est une perle rare qui en général nous exploite derrière et nous le fait payer très très cher. Et on aimerait revenir à ça. Mais malheureusement... C'est pas possible. Déjà parce que c'est une personne qui avait un masque au début, qui montait pas son vrai visage. Donc revenir à quelque chose qui n'existe pas, c'est ce fameux syndrome du Père Noël dont tu parles très souvent. C'est que on est dans le déni de la réalité. Cette personne du début n'existe pas. Elle s'est et puis son objectif n'est pas le même. Oui, en plus. Elle existe, je veux dire physiquement, elle existe, mais celle qu'on imagine être n'existe pas en effet. C'est le syndrome du Père Noël, comme tu l'as très justement dit. Elle est là, elle se comporte d'une certaine manière, mais en réalité, elle veut pas un couple harmonieux, elle veut nous exploiter. Ouais. Ça n'a rien à voir, son objectif n'est pas le même que le nôtre. Et donc le syndrome du Père Noël, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le suivant, c'est un enfant voit qu'il y a des magasins de partout remplis de jouets, des catalogues où il y en a de partout aussi, qu'il y a des Pères Noël de partout, il y a des décorations de partout, il y a des faux Père Noël de partout, ils se disent ouais c'est le vrai, c'est pas le vrai, ils débattent entre eux, mais au final ils ont tous les éléments devant les yeux pour constater qu'on leur raconte des histoires. Mais ils ont tellement envie d'y croire que même s'ils ont toutes les preuves devant eux, ils vont dire non, le Père Noël existe jusqu'à un certain âge en tout cas, jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Et là, c'est pareil dans le cas du pervers narcissique, c'est on croit que cette personne, c'est la personne parfaite pour nous, qu'elle vient combler vraiment toutes nos névroses, toutes nos failles d'enfance, toutes nos carences. Et puis, on veut toujours y croire, alors qu'on a sous les yeux le constat manifeste qu'elle cherche plus à nous détruire qu'à créer de l'harmonie avec nous. J'aimerais vous raconter une petite histoire pour finir. Il y a 4... J'ai un doute, c'était il y a 7 ans de ça qu'on s'est rencontrés? J'ai oublié, ça fait tellement longtemps. Je compte pas les années. J'ai essayé de faire quelque chose techniquement. Je vous garantis pas que ce que je suis en train de vous dire, s'il y a une suite à cette vidéo, c'est que j'ai réussi à faire ça. J'ai rencontré Quentin, je pense, il y a 5 ou 7 ans de ça. Et le jour où on s'est rencontrés, on a fait une vidéo ensemble. Et je vais vous passer, si vous le voulez,
Je vais le faire ou pas? Je vais vous passer le jour où on s'est rencontrés. J'ai tellement adoré rencontrer Quentin que je dis viens on fait une vidéo ensemble. On a fait une vidéo ensemble. Donc c'est nous il y a 7 ans. Ce que je vais vous montrer, ce sera avoue que même toi t'as oublié. J'ai hâte de voir au Je me rappelle montage. du titre. Je me rappelle du titre. Bah, de la c'est vidéo. très bien, on pourra la mettre. Je vous mets ça juste après pour que vous voyez le premier jour. Ça a été le début d'une grande relation d'amour amical, je sais pas si ça se dit, d'une super relation. On est super potes depuis ce temps-là. Et c'est pour ça qu'on aime les mêmes choses, probablement parce qu'on est aussi un peu pareil. Et voilà, je vous mets la vidéo tout de suite. Vous allez nous voir il y a 7 ans, 8 ans, on va découvrir. Et je vous souhaite, bah voilà, de bien aimer ça. Mettez un pouce vers le haut si ça vous dit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye. Ciao. Bonjour Quentin. Salut Antoine. Tu m'as parlé il y a à peu près 1 heure de ça, d'une méthode que tu as appelée Harpol, Ouais, une méthode de communication. une méthode de communication. Alors, dans les ruptures amoureuses, en fait, la communication, c'est un peu le truc qui bloque. L'autre te fait des reproches, et puis tu sais pas trop comment les prendre, et puis des fois, enfin moi perso, quand on me fait des reproches, j'ai tendance à contre-attaquer en plus derrière. Tu me fais un reproche, donc... et ça monte forcément en violence. Forcément. Et c'est la pire, derrière, c'est l'escalade de la violence forcément, quoi. Enfin, de la violence au sens verbal, quoi. Ouais, ça simplifie. C'est quoi la méthode Harpol? Est-ce que chaque lettre a une signification? Dis-moi oui. Exactement. Donc, c'est une méthode que j'ai mise au point pour permettre une communication plus fluide avec l'autre. Ok. Et c'est essentiellement centré sur l'autre. C'est-à-dire que le problème dans ce que tu as décrit juste avant,